Bonjour ou bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous dans le Monde en 7 de ce samedi 6 juillet 2019. Nous allons évoquer 3 sujets. On parlera d'abord de la Mauritanie, la présidentielle avec cette question. Est-ce que c'est un scrutin transparent ou plutôt émaillé de fraude massive, comme le dénonce l'opposition? Nous évoquerons également le Niger, le terrorisme et cette lourde perte pour l'armée. Et puis en seconde partie, nous allons parler du Togo, les municipales du 30 juin. Nous allons tirer les leçons d'un scrutin dit historique. Pour en parler, ce jour, je reçois Mohamed Madi Diabakate, politologue. Bonjour Mohamed Madi Diabakate. Merci d'accepter l'invitation. Franck Kepomé, directeur exécutif de la concertation nationale de la société civile. Bonjour Franck Kepomé. Bonjour Samuel. Merci d'être avec nous. On m'a plutôt de vous remercier. Nous allons commencer tout de suite avec la Mauritanie. Le candidat du pouvoir, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a été proclamé lundi élu président dès le premier tour de la présidentielle par le Conseil constitutionnel après le rejet pour insuffisance de preuves des recours de l'opposition qui a exhorté les autorités au dialogue pour sortir de la crise. Il succédera le 2 août prochain à Mohamed Ould Abdelaziz pour la première transition entre deux présidents élu dans ce vaste pays du Sahel, secoué par de nombreux coups d'État entre 1978 et 2008. Avant d'évoquer le sujet, nous allons regarder ce reportage qui revient sur les résultats de la présidentielle. Voici l'homme qui succédera à Mohamed Ould Abdelaziz. Mohamed Cheikh El Ghazouani, candidat du pouvoir à l'élection présidentielle, le dauphin du chef de l'État sortant a été déclaré vainqueur lundi par la commission électorale avec 52% des suffrages exprimés au premier tour. La décision rendue par les 9 membres du Conseil n'a aucun effet de surprise. Déjà en pleine campagne électorale, ce militaire de carrière peu connu des Mauritaniens faisait figure de favori à la succession de Mohamed Ould Abdelaziz. Ce dernier, après 10 ans passés au pouvoir, n'a pu se représenter pour un 3e mandat puisque la Constitution le lui empêche. Désormais, son successeur, issu d'une lignée maraboutique de la préfecture de Bounded, dans le centre-sud du pays, chef-lieu traditionnel de la Chadiliya, puissante confrérie musulmane soufie, est très discret, a une lourde responsabilité, celle de stabiliser la Mauritanie, frappée dans les années 2000 par des attentats djihadistes et des enlèvements d'étrangers. Un lourd défi alors que les critiques se renchérissent sur la persistante de profondes inégalités sociales et des atteintes aux libertés publiques. La cérémonie de passation de pouvoir aura lieu le 2 août prochain, la première transition entre deux pays élus dans ce vaste pays du Sahel. Voilà pour la Mauritanie, 52% des suffrages. Si on était dans une classe des armées, on dirait juste ce qu'il faut pour ne pas mourir. Mohamed Diabakate, vous connaissez un peu la Mauritanie. D'abord, dans quelle ambiance générale le scrutin s'est déroulé dans ce pays? Non, j'ai eu la chance un peu de vivre cette période préélectorale en Mauritanie. Et je dirais que l'ambiance était bon enfant parce que déjà, il y avait une sorte d'alternance qui se dessinait d'elle-même. Un président qui, malgré les sollicitations de son gouvernement, malgré l'engagement de son premier ministre, de ses ministres, qui était même prêt à modifier la Constitution pour qu'il reste, qui a dit non, je vais respecter la Constitution, je ne serai pas candidat. Donc effectivement, ça déjà, c'est quelque chose qui a permis de décrisper les choses et qui a permis de faire dérouler la campagne. Et ce que j'ai aussi aimé dans l'approche mauritanienne de la campagne, c'est d'ailleurs la première fois que je la vis, c'est-à-dire, vous ne sentez pas vraiment qu'on est en période de campagne jusqu'à 18h30, 19h, après les prières là. Et c'est là où vous commencez par vivre la campagne électorale avec des QG vraiment décentralisés, ça et là. Et l'ambiance est bon enfant, les gens sont dans l'esprit de campagne nocturne, la sensibilisation elle est là, les gens savent où est-ce qu'il faut aller faire le meeting, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose, un meeting en quelque sorte de proximité qui est fait, parce que on ne le cache pas aussi, dans la société mauritanienne, vous constaterez qu'il y a quand même des groupes constitués qui sont là,
les liens ethniques sont assez forts. Et ce sont également des facteurs qui jouent en fin de compte sur l'issue d'un scrutin. Mais de façon générale, le simple fait que le président en exercice ne soit pas candidat, ça a permis d'avoir une campagne très intéressante et ça a permis également à l'opposition de pouvoir espérer un bon résultat. Voilà. Donc, on pourra débattre d'autres aspects de la chose, mais sur le principe, c'était une campagne assez bon enfant. Mais est-ce que vous avez vécu une campagne plutôt équilibrée ou bien, comme on le voit ailleurs, c'est une débauche de moyens pour un camp, surtout le dauphin du pouvoir, et de l'autre, on se cherchait? Non, bien évidemment. Vous savez, il est toujours difficile à une opposition de pouvoir se comparer à un pouvoir ou même à un candidat soutenu par le pouvoir. Et il est vrai aussi que ce candidat soutenu par le pouvoir, c'est le choix du pouvoir. Donc ça veut dire que toutes les forces, tous ceux qui sont alliés au pouvoir, que ce soit économiquement, politiquement, religieusement, ils sont là et ils travaillent pour lui. Voilà. Mais l'autre aspect intéressant que j'ai vu également en Mauritanie, c'est le fait, contrairement par exemple au Sénégal voisin, où vous verrez que les chefs religieux ont une influence. En Mauritanie, il y a une compréhension tacite qui dit nous pouvons parler de la religion, mais nous ne devons pas nous engager en tant que leader religieux pour nous positionner forcément derrière un candidat. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris dans ce pays qui, comme vous le savez, a l'étendard d'un des pays musulmans, République islamique de Mauritanie. Donc, c'est quelque chose de particulier que j'ai constaté là-bas. Mais n'empêche, l'aspect ethnique, quand même, lui, il est assez fort, il est assez solide. Et chacun tient compte de ça pour faire chose. Mais vous savez, c'est également aussi un pouvoir qui a su faire de la géopolitique. Le pouvoir, dans différentes localités, a su trouver des chevals gagnants sur qui miser. Donc, au moment de la campagne et autres, ce sont les mêmes qui sont là. Et enfin, quand vous prenez aujourd'hui, pour le moment, il ne fallait pas s'attendre à un miracle parce que le pouvoir est toujours solide. C'est après, quand celui-ci sera à l'épreuve du pouvoir, ou bien dès qu'il va commencer par former son gouvernement et que des gens seront mis de côté, c'est là où vous allez voir ces gens peut-être migrer vers l'opposition pour aller soutenir l'opposition. Mais pour le moment, c'est un bloc uni. Et d'ailleurs, c'est Union pour la République. C'est un bloc uni quand même derrière le dauphin. Alors, c'est vrai que Franck Epomé, vous suivez de loin cette actualité mauritanienne. De ce qui nous revient par les médias, par les réseaux sociaux, on n'a pas entendu, comme on le voit sur d'autres pays, que la campagne a été émaillée de violence ou quoi que ce soit. On a plutôt vécu de loin un pays qui a fait une belle campagne. Oui, effectivement, comme l'a dit Diabakate, vous avez constaté le mérite pour le président, c'est pour avoir stabilisé le pays. Donc lui-même, il est arrivé par un coup d'État militaire, mais il a compris qu'il faut aller vers cette démocratie qui permettra à d'autres d'aller à l'exercice du pouvoir politique. Et en 2009, quand il a été élu, il a prêté serment et il tient à respecter la loi constitutionnelle du pays, donc 2 mandats. Et vous avez compris que déjà c'est un déclic. Et aussi pour le commun du mortel, la Mauritanie c'est un vaste pays. Et c'est un pays aussi qui est convoité par les puissances européennes. Et aussi par les islamistes. Donc vous comprenez qu'une fois que le pays est stabilisé, vous allez comprendre que beaucoup de citoyens vont tourner vers cette personne ou cette personnalité qui a su amener la cohésion dans le pays. Donc pour moi, ça ne m'étonne pas que le candidat cautionné par le président sortant est gagnant. Parce que pour le moment, tous croient à cet équilibre de paix qui règne dans le pays. Et comme il a si bien dit, si on voit les 6 candidats et les 5 opposants, vous allez comprendre que tous sont issus des ethnies différentes et chacun
comptent sur la fibre ethnique pour avoir le pouvoir. Heureusement pour le candidat du parti au pouvoir, il a su ratisser dans toutes ces ethnies un certain nombre d'électorats en sa faveur, ce qui lui a permis au premier tour d'avoir les 52%. Donc vous comprenez que pour un début, ce parti va rester au pouvoir pendant un long moment si d'abord les partis d'opposition ne se comprennent pas pour former un bloc unique pour faire face à cette machine étatique. Et si les opposants vont toujours en rang dispersé, le parti au pouvoir risque encore de gagner les élections en Mauritanie. Alors, Mohamed Jabakate, de loin, est-ce que vous pouvez dire que le scrutin a été transparent? Bon, je pense qu'il y a eu assez de la communication autour de ce scrutin. Et également, il y a eu des éléments que l'opposition a apportés à la connaissance du Conseil constitutionnel. Et, sauf que le Conseil constitutionnel a dit le droit sur ce sujet. Donc, à partir de ce moment, on peut partir du principe que le scrutin a été suivant les standards, suivant les normes. Mais comme je le dis, il y a des éléments intrinsèques à nos démocraties africaines. C'est-à-dire, nous avons la fibre ethnique qui joue le plus souvent et nous avons déjà au départ, disons, un gabarit disproportionné parce que vous avez le pouvoir qui met son candidat en jeu et qui met tout pour que son candidat passe, et vous avez l'opposition qui vient le plus souvent comme un amoureux éconduit qui crie à qui veut l'entendre qu'il a été trahi, il a mal au cœur. Mais non, malheureusement, la réalité, elle finit par donner raison au pouvoir. Mais il y a un élément important, tel que le reportage l'a soulevé, c'est que aujourd'hui, vous savez, nous avons ce problème que l'intervention de Sarkozy a créé au niveau de la Libye, qui a ses répercussions jusqu'au Bénin. On nous dit que le Togo est menacé. Alors je vous laisse imaginer quelle peut être la situation de la Mauritanie. Et le président actuel, il part avec un bilan positif. C'est-à-dire, il a stabilisé ce pays sur l'aspect sécuritaire. Et ça, je peux vous le dire parce que j'y ai passé presque 9 mois. Et je suis observateur aussi. Je vois un peu comment est-ce que vraiment le positionnement, le nivellement, l'esprit sécuritaire est pris en considération. Et quand vous voyez tout ça, vous vous dites finalement que les gens ont intérêt à ce que la Mauritanie reste calme, au lieu de commencer par se livrer à une querelle démocratique. Voilà, donc pour que la Mauritanie reste calme, il faut construire sur ce qui est solide. Et vous voyez le profil d'ailleurs de celui qui revient encore au pouvoir. C'est un général. C'est un général. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc ça veut dire que même dans la désignation du dauphin, il y a plusieurs aspects qui ont été pris en compte. Mais une chose est certaine, les Mauritaniens sont allés voter. Nous n'avons pas eu écho des violences habituelles qu'on a à la suite des scrutins. Et la Mauritanie, elle n'est pas si compliquée que ça. Parce que vous avez toujours des petits villages, ça et là, où tout le monde se connaît, où on ne peut pas dire que des étrangers sont venus voter pour... Non, il n'y a pas ça en Mauritanie. Vous savez, la Mauritanie, ce que j'ai aimé en arrivant d'abord dans ce pays, c'est l'informatisation de l'état civil. Il y a l'Agence nationale des registres population et titres sécurisés qui a fait un travail formidable au point où tout Mauritanien aujourd'hui, à partir de 10 ans, a toutes ces données biométriques informatisées. Tout est calé. Donc même pour chercher l'électeur aujourd'hui en Mauritanie, on n'a pas de souci à se faire parce qu'on a un fichier qui vraiment fait le travail. Donc quand vous prenez tout ça, vous verrez maintenant dans ces milieux, comme je l'ai dit, il y a toujours cette influence ethnique, ce leadership, comme on le voit chez nous. Il y a quelqu'un de chez moi qui est bien placé là-bas. Donc il vient, il part campagne, il dit « Ah, voilà, quand vous m'appelez chaque fois au téléphone pour rendre service, tout ça là, ah, c'est grâce à eux que j'arrive à le faire. »
maintenez-les en place et nous tous, on trouvera pour notre compte. Et c'est en Mauritanie aussi où j'ai vu parfois des citoyens pouvoir s'adresser vraiment aux autorités à la base de façon décontractée. Mais n'empêche, on peut aller sur d'autres aspects, mais je pense que en tenant compte du scrutin tel qu'il a été fait, on peut juste dire de façon globale que même si il y a eu des choses de nature à entacher le scrutin, les preuves n'ont pas été rapportées comme cela se doit. Alors, au finish, Franck Epomé, quand on écoute Mohamed Diabakate, on pourrait conclure que les Mauritaniens n'ont pas véritablement voté un programme de développement, mais ont plus voté la sécurité. Effectivement, je pense que, comme on le dit, que le développement n'aime pas le bruit. Donc, vous comprenez qu'il peut y avoir des développements si un pays n'est pas sécurisé. Donc, les Mauritaniens ont plus voté la sécurité que le programme. Même si on dit que la sécurité, c'est aussi un aspect d'un programme donné. Donc, ils ont voté cette partie du programme du parti au pouvoir. Et ce que j'ai aussi apprécié, comme il l'a souligné, c'est cette maturité de la population mauritanienne. Et c'est ça qui les a permis à faire le bon choix. Si on suppose que c'est la stabilité et la paix qui est la préoccupation majeure des Mauritaniens. Mais ce que je peux déplorer, c'est d'une façon générale, nous avons l'impression en Afrique que l'opposition part toujours perdant et se dit je vais contester les résultats. Déjà par rapport à la mise en place de l'organe de gestion qui est la CENI, c'est construit de 11 mars, je pense, effectivement. Donc, déjà, la composition est décriée par l'opposition. Et l'opposition déjà se dit, quand on perd les élections, on va revendiquer, on va aller dans les rues. Vous comprenez que déjà, elle est préparée à ne pas accepter les résultats des urnes. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est propre pour nous les Africains, mais je pense que l'opposition doit aussi aller à cette école qui permettra d'apprécier la préparation des élections. Parce qu'une élection ne se limite pas au jour de vote, mais c'est tout un processus. Et tout ce processus, il faut que le parti au pouvoir et l'opposition puissent s'attendre pour que les jeux puissent être clairs et consensuels pour que prochainement, à l'issue d'une élection, qu'on ne dit pas que l'Afrique est champion en matière de contestation des résultats des élections. Mais est-ce que vous êtes en train de tirer la conclusion que l'opposition mauritanienne n'a fait qu'entonner le refrain traditionnel des oppositions en Afrique? Oui, si vous lisez les actualités, là, même avant qu'on commence la campagne, l'opposition dit si les résultats des urnes ne sont pas respectés, on va descendre dans la rue. Mais puisque je ne maîtrise pas le test, est-ce que le test ne permet pas aux opposants de pouvoir positionner dans les bureaux de vote les représentants? S'il en est ainsi, cela suppose que toutes les parties doivent avoir les résultats. Et si la proclamation des résultats n'est pas conforme à ce que vous avez, vous faites la confrontation et que les revendications puissent être crédibles et catholiques, pour ne pas se dire parce qu'on on nous a gagné, c'est parce qu'on a truqué les élections. Donc d'une façon générale, c'est ce qu'on constate en Afrique et je pense qu'on doit revoir cette stratégie et permettre une fois que, à la sortie des élections, que le perdant puisse reconnaître qu'il a perdu et apprécier le gagnant et que le gagnant aussi puisse se dire nous devons travailler ensemble pour promouvoir le développement du pays. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a un constat que je fais le plus souvent. Nous crions scandale alors que nous avons connaissance des textes avant de participer au jeu. Donc, c'est un peu une sorte de turpitude. C'est-à-dire, je suis conscient qu'avec la composition telle qu'elle est, je ne peux pas m'en sortir. Mais au lieu de travailler à ce que cette composition soit une composition équitable, qui me permette de passer valablement, on oublie ça, on rentre dans d'autres débats et après, à la dernière minute, on saute, on va dedans
Et bien évidemment, à la fin, on ne peut que décrier parce que déjà, ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, moi, je continue pas à le dire sur ce plateau. Je pense que nos organes de gestion des élections en Afrique, il va falloir qu'on passe à une phase supérieure qui est celle d'aller vraiment vers des organes de gestion des élections techniques. Parce que ces organes de gestion des élections où on a l'impression que vraiment c'est quelqu'un là pour défendre quelqu'un, on a des chiens, des chats qui sont en face, il faut vraiment qu'on finisse avec. Ou on a des organes de gestion des élections où des gens viennent sur la base de compétences. Je l'ai dit quelque part, je dis, définissez un profil pour ceux qui doivent être dans la CENI. Trouvez un cabinet, si vous le voulez, pour recruter. Après, c'est quelque chose de stratégique. Faites passer ces gens peut-être devant l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale les écoute, fasse des entretiens télévisés pour chacun et voit qui est capable de faire ce pourquoi il s'est porté candidat. À la fin, l'Assemblée nationale nous désigne des gens, pas parce qu'un parti a dit c'est tel, que c'est Samuel, je veux, mettez-moi Samuel là-bas. Non, parce que le député, en son âme et conscience, a vu passer 20 candidats et il se dit, parmi ces 20-là, au moins les 12 là ou les 13 là peuvent faire ce travail qu'on attend. Si nous n'arrivons pas à cette étape, nous continuons par dire ah non, il faut qu'on soit là pour voir. Finalement, où est-ce qu'on ira? On sera dans ce cycle où quelqu'un prendra la part du lion. Et bien évidemment, dès que quelqu'un a pris la part du lion, il faut s'attendre à ce qu'il prenne sur toutes les autres parts qui viennent, il prendra toujours une part prépondérante en sa faveur. Donc, il faut que ce débat soit posé clairement une fois pour de bon dans nos pays où nous sommes aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, Franck Epomé, dans la contestation de l'opposition. Elle dit, après vérification par nos techniciens électoraux qui ont travaillé sur 455 bureaux de vote, je rappelle que toute la Mauritanie comptait 3861 bureaux de vote, le candidat Ghazouani ne pouvait pas avoir plus de 41%. Et qu'au mieux des cas, il aurait 48,5%. Donc, l'opposition ne conteste pas l'avance de Ghazouani, mais conteste les 52% dès le premier tour. Effectivement. Et vous avez dit 455 bureaux de vote sur 3861. Ce qui fait un sixième. Et je ne sais pas si c'est un décompte parallèle que l'opposition a eu à faire, où le choix a été fait sur toute l'étendue du territoire, où les petites agglomérations ont été considérées aussi. La plupart des choses, quand nous constatons pour les résultats dans nos pays africains, dans les grandes villes, l'opposition est toujours en avance. Mais quand les résultats des agglomérations viennent, ça dépasse facilement l'opposition et le parti au pouvoir prend la tête. Peut-être les décomptes faits par l'opposition a pris en compte seulement les grandes villes, en ignorant les petites villes. Or, le pouvoir en place a une base sur toute l'étendue du territoire, ce que la plupart des opposants n'ont pas. Donc, vous comprenez que ce résultat, je ne peux pas contester. Si c'est un décompte fiable, où ils ont pris peut-être 5% des bureaux de vote, et le choix est fait par rapport à chaque circonscription pour les 5%, et ils ont ce résultat parallèle, on peut se fier à cela. Mais dire que par rapport à 3000 et quelques, 400 et quelques nous permet de dire que le parti au pouvoir ne peut pas avoir 52%. Bon, je ne m'inscris pas en faux, mais il faut qu'il y ait des preuves pour nous édifier par rapport à ça. Vous savez, je continue par dire que lorsque nous considérons que la chose électorale est un fait divers, il ne faut pas qu'on soit surpris d'être déboussolé. La chose électorale est une technique, c'est une science. Ce qui veut dire que si vous allez à une élection, ça veut dire que vous avez un quartier général et vous avez mis en place un dispositif qui vous permet de recenser tous les résultats. Personne ne me dira que, comme on l'a fait dans mon pays adoré, où parfois il est arrivé de couper la connexion, de couper les réseaux, aucun de cela n'a été rapporté en Mauritanie. Ce qui veut dire que depuis là-bas,
si vous avez un quartier général, vous n'allez pas venir faire une déclaration pour dire que vos techniciens sur un cinquième des informations. Non. Vous avez une Electoral Situation Room, vous recevez toutes vos informations, vous faites votre décompte et vous savez exactement les procès-verbaux en possession de vos éléments vous donnent quoi. Aujourd'hui, on a la 3G facilement. Ça veut dire que non seulement on peut m'envoyer les résultats, mais on peut m'envoyer un fichier et un procès-verbal par photo. Je l'ai, je l'imprime et on l'enregistre. Si on ne le fait pas et si nous prenons toujours du retard dans la compilation ou dans des résultats, c'est dommage. Et quand la Cour déboute en réalité les gens, c'est justement parce que vous avez le droit de faire votre recours en vous basant sur les procès verbaux. Mais quand vous ne faites pas le recours en apportant ces procès verbaux, c'est là où il y a problème. Peut-être que physiquement, vous ne les avez pas tous, mais au moins, déjà, si vous avez numérisé tous ces procès-verbaux, vous pouvez en faire un recours conséquent. Donc, c'est là aussi un des problèmes. Et l'autre réalité que Franck a soulevé tout à l'heure, c'est que quand vous prenez des gens qui veulent tous aller remplacer un pouvoir, et chacun fait avec ses maigres moyens sa stratégie, en fin de compte, ça ne vous donnera rien. Mais si vous partez d'un principe que nous pouvons aller en rang dispersé, mais nous pouvons mutualiser nos moyens en ce qui concerne la récolte des résultats et consorts. Vous faites un bon quadrillage et vous travaillez en fonction. Et en fin de compte, vous présentez quelque chose de palpable et de sérieux, entre guillemets, et les gens se disent, OK, voici ce que les gens ont présenté. Et quand nous nous référons à ces informations, on peut dire valablement que le travail a été fait. Je suis d'accord aujourd'hui que dans toutes les villes, le pouvoir a toujours des problèmes dans les grandes agglomérations. Sauf que j'ai l'impression que, comme chez moi, parfois on a l'impression que ce qu'on vit à la capitale ou ce qu'on dit à la capitale se généralise d'emblée pour tout le monde. Alors que quand le jour des élections arrive en Afrique, on se rappelle le plus souvent de celui qui nous est venu en aide quand on avait des problèmes. Et l'État en profite, ceux qui sont au pouvoir en profitent toujours parce que normalement, il est de leur devoir de porter assistance, mais au dernier moment, ils récupèrent tout ce qu'ils ont fait dans le cadre de leur fonction, ce qui leur est obligatoire. Ils l'utilisent maintenant comme une sorte de, disons, faveur qu'ils ont eu à accorder et que les gens doivent être reconnaissants en leur faveur. Je plains nos oppositions en Afrique, mais au même moment, je me dis que ces oppositions ont eu déjà près de 30 ans d'exercice et il faut que les gens commencent par être à la page. Alors finalement, ce qu'on peut retenir au niveau de la Mauritanie, c'est qu'il y a eu alternance, il faut passer à autre chose. À autre chose, effectivement. Et puis un point qui m'intéresse, moi, et je voudrais vous écouter là-dessus, puisque vous connaissez un peu mieux le pays, c'est le score du second, Biram Ould Abeid, qui a fait 18,59%. C'est le militant anti-esclavagiste. C'est quand même une question très présente, la question de l'esclavagisme. Vous savez, il y a des fois, je dis, nous avons la culture qui est là. Il y a des faits culturels, qu'on le veuille ou pas, qui sont têtus. Voilà. Le gouvernement fait des efforts, le gouvernement s'implique justement pour que ces aspects n'existent pas, mais dans le subconscient collectif, il y a toujours quand même ces ressentiments qui existent, tout comme dans des milieux reculés, vous pouvez assister à ce genre de situation. Et les gens chercheront à vous expliquer que ce n'est pas de l'esclavage, c'est purement culturel, c'est comme ça qu'on fonctionne. Malgré tout ce que vous ferez en termes de sensibilisation et autres, les gens sont convaincus que c'est leur façon de le faire. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, mais tu sais que je ne peux pas manger si tous ceux-là qui sont chez moi n'ont pas encore mangé. Parce que c'est une fierté pour moi de pouvoir leur porter assistance. Voilà. Et vice-versa, quelqu'un d'autre dirait également, non, moi je vais chez lui, je l'aide, c'est comme ça qu'on a toujours été, nous sommes la même famille depuis des années, c'est notre leader, on est avec lui.
Et moi, je l'ai expliqué entre-temps, quelque part, en disant, l'esclavage, si nous retournons au début, on a amené les gens travailler aux États-Unis. Les gens travaillaient et on les nourrissait pour travailler. Après, on a condamné l'esclavage et on dit, bon, non, il faut payer les gens quand même pour le travail qu'ils font. Sauf que payer pour le travail qu'on fait, c'est également une sorte d'exploitation. C'est juste que maintenant, on ne te nourrit plus, mais on te donne de quoi te nourrir et t'offrir le plaisir par moment. Donc, c'est dire que ce n'est pas un travail facile. Les mentalités comprennent cette situation d'une certaine façon. Les gens continuent par le dénoncer. Aujourd'hui, au moins, les gens ont la liberté d'expression. Ils dénoncent ce genre de situation. Et il faut maintenant voir comment est-ce que, au lieu forcément comment dit-on, d'harceler le gouvernement, mais de voir comment est-ce qu'on peut appuyer le gouvernement pour qu'il puisse mettre progressivement fin à cet état de choses. Sinon, culturellement, il est là. Et ce n'est pas seulement la Mauritanie. Quand vous traversez de l'autre côté, peut-être du Mali, avec les Touaregs et autres, vous verrez également encore cette composition de la société. Donc, c'est un fait qui existe, mais on peut dire que de plus en plus, il commence par disparaître. On va parler maintenant du second sujet. Nous passons au Niger. Le Niger, avec cette lourde perte pour l'armée, le groupe État islamique a revendiqué mercredi l'attaque du camp d'Inates. Nous sommes dans l'ouest, à la frontière avec le Mali. Une attaque qui a coûté la vie à 18 soldats nigériens lundi, a rapporté l'organisme américain de surveillance des mouvements extrémistes. Les soldats du califat ont attaqué la base militaire d'Inates il y a 2 jours, selon un communiqué qui parle de dizaines de morts et de blessés au sein des troupes nigériennes, rapporte donc l'organisme américain, citant le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, dans lequel s'est récemment fondu l'État islamique dans le Grand Sahara, selon des experts de la mouvance islamique. Une source sécuritaire a attribué donc à l'État islamique dans le Grand Sahara cette attaque-là. Les autorités, en tout cas, ont reconnu la mort de 18 soldats et 4 disparus. C'est un lourd bilan, Franck Kepomé, pour l'armée nigérienne. Effectivement, c'est un lourd bilan. Vous comprenez que le Sahara souffre du terrorisme accru. Et concernant le Niger, c'est considéré comme une base de repli pour le Boko Haram et puis les islamistes. Donc, et par rapport au fait que les Émirats veulent avoir un camp au Niger, c'est une menace pour les groupes islamiques. Et par conséquent, il faut déjà attaquer les forces armées pour les faire disparaître de la zone, pour qu'eux puissent occuper la zone avant que les puissances ne puissent intervenir. Et c'est l'exemple du Mali. Si avec toutes les puissances et l'arsenal que la France déploie avec les États-Unis, on n'arrive pas à vaincre les groupes islamiques, c'est parce qu'ils se sont installés, ils se sont assis, ils maîtrisent la zone et savent quelles sont les différentes stratégies ils peuvent facilement utiliser pour faire face à ces puissances. Donc je pense que c'est encore cette stratégie, occuper la zone avant que les puissances ne puissent intervenir. Est-ce qu'on est quand même là en face d'une armée qui n'est pas à la taille du combat? Non, si tu le permets, je vais faire un retour en arrière. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de la Mauritanie. Alors, je vais essayer de vous faire un petit schéma. C'est-à-dire, vous avez dans cette sous-région, le seul Eldorado aujourd'hui, c'est la Mauritanie. C'est la Mauritanie qui a pu jouer vraiment sur le plan sécuritaire. C'est la Mauritanie qui, d'une façon ou d'une autre, évite l'infiltration à ses frontières. Donc, ce qui fait que même aujourd'hui, ce à quoi il faut s'attendre dans 1 an, 2 ans, c'est de voir des gens fuir les combats du Niger, du Burkina, pour venir se cacher en Mauritanie. C'est ça l'enjeu stratégique de la Mauritanie. Maintenant, l'armée, vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle un conflit asymétrique. Et ce n'est pas un conflit classique comme on l'a connu. Un ennemi qui est là, qu'on connaît. Qui est bien identifiable, tout ça. Non.
vous avez vraiment en face de vous des gens, c'est-à-dire il y a déjà un premier problème dans ce genre de conflit, c'est d'arriver à distinguer un civil d'un combattant. Oui. Parce que le civil, il est confondu au combattant. Et le droit international dit que on est combattant que lorsqu'on participe directement aux hostilités. Et tant que vous ne voyez pas la personne participer aux hostilités, elle est un civil. Donc nos armées sont prises aujourd'hui dans ce piège où elles sont incapables d'identifier. Et quand elles commencent par tracasser aussi les civils au faciès, soi-disant qu'il est de tel groupe ethnique, voilà, ça crée aussi également d'autres problèmes de violation des droits humains et des droits de l'homme en général. Donc aujourd'hui, nos armées se retrouvent face à un ennemi qui malheureusement ne les arrange pas. Parce qu'on ne va pas leur demander de se comporter comme se comportent ces voyous. Voilà. Donc, il faut qu'elles restent quand même des armées professionnelles, qu'elles sachent faire leur travail comme cela se doit. Mais le grand problème ici, hein, Franck Epomé, c'est que c'est des attaques qui visent des camps militaires, des camps qui sont quand même dans des zones déjà instables, qui sont censés être en état d'alerte. Effectivement. Donc, il y a un problème là-bas. Mais il n'y a pas de problème. Comme il a dit, ce ne sont pas des ennemis armés qui sont en face de vous. Vous êtes en face d'une population que vous ne pouvez pas maîtriser. Mais ici, c'est une attaque du camp. Hein? Effectivement, c'est le camp qui a été c'est une attaqué. attaque du camp. Oui. Quand vous, Samuel, par exemple, vous vous présentez devant un camp, vous prenez comme un civil. Mais quand vous vous explosez, vous comprenez, c'est que la situation est un peu complexe. Et il faut que nos armées développent des stratégies appropriées en tenant compte de l'adversaire qui est en face. Sans cela, nous aurons toujours des pertes en vie humaine au niveau des forces armées. C'est ce qui se passe. Comme je l'ai souligné, c'est qu'il faut faire disparaître ces camps pour une assise dans ces zones-là. Mais si ces camps existent, ça constitue aussi un obstacle ou un frein au développement de ces groupes dans ces différentes zones. Donc je pense que ça va être difficile de pouvoir gagner, de venir à bout de ces éléments. Il y a un journal français qui a écrit quelque chose d'ironique qui dit que l'armée nigérienne ou même les généraux nigériens sont plus à l'aise dans les grandes réunions à discuter de stratégie que dans les véritables stratégies sur le terrain. Non, vous savez, on a beau parler de stratégie, nous sommes dans un type de conflit où vous pouvez gagner plus en vous rapprochant des populations. Et c'est ça aujourd'hui le problème de l'armée. Une armée qui veut montrer aux populations qu'elle est là pour elle, ne va pas demander aux populations de ne pas s'approcher d'elle. Il faut qu'elle prenne ce risque de s'approcher des populations. Et parfois, c'est également cette ruse qu'utilise l'ennemi en face pour pouvoir perpétrer ses forfaits. Maintenant, dire que j'ai parlé de l'impossibilité aujourd'hui de distinguer un civil d'un combattant. Donc, ça ne sert à rien parce que la guerre, elle est psychologique. Qu'est-ce que ces djihadistes font? Ils se disent, alors l'armée est ici pour protéger la population. Si je vais frapper l'armée, d'abord, c'est un double impact. Le premier impact, c'est que la population se dit, ah, eux-mêmes, ils ne sont pas à l'abri. Donc, on ne va pas compter sur eux pour nous protéger. La deuxième chose, c'est que l'armée, au lieu de chercher à toujours protéger la population, elle pense à se protéger elle-même dans ses mouvements. Et en fin de compte, psychologiquement, ces groupes ont une ascendance sur la population parce qu'elle leur dit, si vous ne voulez pas qu'on frappe, écoutez-nous, suivons nos injonctions. Parce que l'armée, elle n'est là que pour un petit moment. Et même si elle est là, nous, on peut venir vous rappeler à l'ordre. Donc, maintenant, dans un tel contexte, c'est arrivé aujourd'hui à parler avec ces populations, à sensibiliser ces populations pour qu'elles puissent collaborer et dénoncer ces gens qui se retrouvent en eux. Maintenant, un second aspect dans ce conflit que beaucoup essaient de nier, c'est que finalement, les branches radicales religieuses sont greffées sur des ethnies. Et à partir de ce moment, ce sont des conflits ethniques qui sont là. Et on a des groupes d'autodéfense
qui apparaissent. Sauf qu'un groupe d'autodéfense, avec le temps, il finit par composer ou bien avoir une alliance tacite avec ceux qui font régner la terreur. Et dans un tel contexte, si vous demandez même à un général d'aller faire de la stratégie, il faut qu'il ait un adversaire en face pour faire de la stratégie. Mais si ton adversaire, c'est quand lui il a envie de se battre, qu'il se lève, il vient t'attaquer, alors que toi tu as passé, prenons l'exemple, vous avez, ils font 8 heures, les militaires font 8 heures, fois 3 ça fait 24. Donc tu mets des gens durant 8 heures, tu ne vois pas l'ennemi. Tu fais une rotation, tu ne vois pas l'ennemi. 2 jours, 3 jours. À un moment donné, il y a une certaine routine qui s'installe. Et l'ennemi, lui, il est patient. Il dit, bon, ok, aujourd'hui, pourquoi ne pas aller tester un peu leur dispositif? C'est là où lui se lève. Et il n'a même pas besoin de moyens logistiques. C'est-à-dire, lui, il vient avec une action qui peut avoir un impact psychologique pour lui. Voilà. Donc, c'est envoyer quelqu'un pour se sacrifier. On va marquer maintenant la pause. 10 minutes après, on est à nouveau ensemble pour la seconde partie.